Bonjour, je m'appelle Ashley Hyland et je travaille avec l'Association communautaire d'entraide des pairs contre les addictions comme un navigateur de système de stigmatisation. Je suis ici aujourd'hui avec Papa l'éduqué et on va parler à propos de l'inclusion, l'intersectionnalité de la stigmatisation et la santé en respect à l'utilisation des substances. Merci Ashley. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ce moment-là avec toi. Moi, mon nom c'est Papa Ladjiké Diouf. Donc, je suis directeur des services cliniques, indépendance et troubles concomitants pour un organisme francophone qui sert à travers l'Ontario, qui s'appelle le CAP. Donc, on a un mandat provincial. Et mon background aussi, c'est que je suis psychologue et sociologue de formation. Et puis, en même temps, je co-dirige le Ottawa Black Mental Health Coalition, ici à Ottawa. Et aussi, j'ai été un des leads du travail avec Addiction Mental Health Ontario sur équité, diversité et inclusion. C'est à mes heures perdues aussi, je suis superviseur clinique et enseignant pour l'Université Saint-Paul. Donc, c'est ça. Puis, je suis père de 2 enfants aussi, là. Bien occupé. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Donc, moi aussi, j'ai un enfant. J'ai mon bac en psychologie de l'Université d'Ottawa. Super. Et j'ai aussi étudié à l'Université d'Athabasca pour la neuroscience les addictions. Donc, ça, c'est mon histoire avec l'école. Puis, j'ai travaillé avec CAPSA, ça fait depuis 2 ans maintenant. Okay. Puis, en premier, nous avons travaillé avec l'engagement communautaire et l'éducation autour de la stigmatisation, mais maintenant, on a dirigé plus avec les systèmes de stigmatisation. Donc, on travaille avec les politiques et les pratiques qui impactent les personnes qui utilisent des substances. Donc, c'est vraiment important pour regarder pas seulement l'utilisation des substances, mais oui, la santé mentale, puis les autres facteurs qui jouent avec la stigmatisation, les différents niveaux et les différents comportements que ça peut avoir un impact sur les personnes, puis leur santé mentale, puis santé physique, puis leur bien-être aussi. Ouais, effectivement, puis je trouve que c'est important. J'ai oublié de nommer que je suis nouvellement aussi membre du conseil d'administration de CAPSA, puis membre aussi du conseil d'administration de AMHO. Puis c'est extrêmement important, je pense, aujourd'hui, de voir l'intersectionnalité qu'il y a entre différentes problématiques autour de toute la question des dépendances, troubles concomitants et puis de la santé mentale, parce que pendant longtemps, ça a été étudié de façon isolée. Oui, exactement. Puis jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, c'est une grosse erreur de faire ça parce qu'on ne peut pas morceler ça. C'est des choses qui souvent viennent ensemble, c'est des problématiques qui sont ensemble, puis on a besoin de focusser sur l'ensemble au lieu de le sectionner. Oui, les meilleures pratiques étudiées, c'est une approche coordonnée, donc travailler sur tous les comportements, puis exactement en même temps. Parce que même quand on regarde un peu dans l'histoire un peu du traitement, auparavant, c'était juste comme des stratégies ou en tout cas des stratégies cliniques qui touchaient beaucoup à l'aspect comportemental. Oui. Puis après, on s'est rendu compte que, non, ça ne marche pas. C'est vrai, c'est une situation comportementale, mais en même temps, elle est éclectique. Elle touche beaucoup. Elle est biopsychosociale. Oui. Donc, il faut avoir une approche biologique, psychologique et sociale coordonnée pour pouvoir prendre en charge véritablement cette question-là. Et je pense que ça m'amènerait probablement à peut-être comme parler aussi de toute la question de la stigmatisation autour de cette souffrance-là, de cette maladie-là qui est la dépendance, mais venue d'une ignorance. Beaucoup d'une ignorance de la réalité même autour de cette maladie-là. Oui, exactement. Et ça n'a pas beaucoup aidé et qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau du système, ce qui est en train d'être fait et qui est quand même à saluer, c'est cette réflexion-là d'ensemble. En écoutant la base, en écoutant la clientèle et leurs besoins. Ce ne sont plus des experts qui viennent apporter des solutions toutes faites
à la clientèle. On part de l'expertise de la clientèle. On doit partir de l'expertise de la clientèle parce que eux sont les experts de leur vie. Exactement. Eux sont des experts de leurs besoins. Donc, toutes les stratégies, toutes les politiques, tous les services, tous les programmes doivent partir de la base. Et pour partir de la base, je pense qu'on a besoin d'écouter ces populations-là que nous servons. Oui. On a besoin de les avoir autour de la table. On a besoin de partager le pouvoir décisionnel avec eux parce qu'il s'agit de leur propre vie et de leur propre projet aussi de rétablissement. Oui, exactement. C'est vraiment important d'inclure ces personnes-là à cause on est vraiment quand même basé, les opinions puis les attitudes des personnes qui utilisent les substances, on est vraiment quand même basé sur une façon que c'est leur choix, mais même avec tout le travail qui est fait pour démontrer que oui, c'est un problème de santé mentale, puis c'est biopsychosocial, on est quand même dans cette prise de c'est leur choix, mais quand même avec ça, on doit écouter de c'est quoi leur histoire, qu'est-ce qui les a menés à utiliser les substances en premier, à cause c'est vraiment pas traiter les substances, c'est traiter l'histoire, puis les traumatismes, puis l'émotion, puis les traumatismes physiques qui sont arrivés à cette personne pour les apporter à utiliser les substances. On doit guérir les traumatismes en premier, puis là, on va travailler avec les substances. Puis aussi, il y a la santé mentale qui est toujours intersectionnelle avec l'utilisation des substances. Puis là, autour de ça, on a aussi les différences de genre et de sexualité, puis de culture aussi. Puis on doit écouter, il y a toujours des différents chemins pour chaque personne. Puis les expériences de chaque personne sont toutes différentes. Donc, on est toujours dans un modèle, puis il devrait avoir un plan basé pour chaque personne. Exactement. Puis c'est ça, accepter la complexité et la diversité d'une réalité. Okay? La dépendance et la santé mentale, c'est une réalité. Maintenant, mais c'est une réalité qui est très complexe et très diverse. Maintenant, c'était plus facile avant d'avoir un système, un cadre et de faire rentrer les clients dans ce cadre-là. Ce qui fait qu'on a laissé en rade beaucoup de populations qui ne rentraient pas dans cette moule-là. Mais c'était plus facile parce que tu as le contrôle. Sauf que quand tu vas dans tout ce qui est divers et complexe, là, il faut accepter de ne pas avoir le contrôle de la réalité, mais d'apprendre avec cette diversité-là, avec cette complexité-là. Je prends juste l'exemple on en a parlé tantôt, des minorités. Au niveau de l'adaptation culturelle, de la réalité des services, des programmes et des outils. Je disais tantôt à God que la réalité, c'est que malheureusement, la psychologie et les outils qu'on utilise ont été pour la plupart pensés pour une population caucasienne, blanche. Et aujourd'hui, quand on regarde la problématique, et souvent même dans cette population même caucasienne blanche, on a pensé à ce qu'on appelle les straight. Alors, et on a oublié certaines réalités même dans cette population-là. Et aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, toute la difficulté que des professionnels rencontrent pour aider des minorités issues de différences culturelles, hier encore, en supervision clinique, une de mes supervisées me posait la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec telle problématique qui touche à une réalité culturelle d'un client et que moi, je ne maîtrise pas? Il y a un manque dans la formation des professionnels à l'interculturalité, à la sensibilité culturelle, à la flexibilité culturelle. Et ça, malheureusement, c'est aussi une des réalités qu'on retrouve dans les traumas. Moi, ce que je me suis rendu compte dernièrement, c'est que il y a beaucoup de professionnels qui ont encore à développer leurs skills dans faire face à un client qui a des traumas. Et plusieurs types de traumas associés et qui aujourd'hui a un comportement lié à la dépendance, à une substance quelconque. Mais ce que je leur dis, c'est que la substance souvent leur a sauvé la vie, au moment où ils n'avaient aucune autre issue. Exactement. Alors, leur seul point à un moment donné pour faire face à cette souffrance-là, c'était d'utiliser quelque chose qui va les aider à un moment donné, essayer d'oublier ou essayer disons, de s'apaiser
en quelque sorte, jusqu'à ce qu'ils tombent sur des professionnels, sur des services. Mais malheureusement, la plupart des services ne sont pas adaptés. Exactement. Parce qu'ils ont été réfléchis et conçus pour une population particulière. Et c'est ça le gros défi aujourd'hui, au niveau pratique dans le système. Oui, c'est une mode de survie. Puis même avec la recherche, puis les études qui ont faites à propos de l'utilisation des substances, il y a définitivement un manque d'intersectionnalité. On regarde toujours les populations, comme tu avais dit, caucasiennes, mais on n'a pas vraiment beaucoup de recherche avec les autres groupes culturels. Exactement. Puis aussi, il y a les difficultés avec les groupes culturels qui, l'utilisation des substances, c'est pas permis dans leur culture. Donc, où sont les supports pour les personnes qui sont dans ces cultures, mais ne peuvent pas vraiment tourner à le support de leur famille puis les amis à cause qu'ils sont pris dans une façon où ils sont seuls, puis ils doivent utiliser seuls, puis ils n'ont aucun support, puis aucune personne sont isolés, hein, sont oui, isolés exactement. à cause de ce que j'appelle moi le tribunal social. Okay? Dans la mesure où, dans certaines communautés, comme tu viens de le dire, c'est un gros tabou et souvent même il y a une interdiction. Et c'est des interdictions qui souvent ont un soubassement religieux aussi. Et qui fait que la personne qui malheureusement est dans ces réalités-là a de la difficulté à s'en sortir. Et encore hier, je le disais à un des professionnels que je supervise, c'est qu'il va falloir aider certaines personnes de nos communautés à reconstruire leur relation au Dieu de leur enfance, au Dieu de leurs parents, qui probablement a été un Dieu de punition, un Dieu de jugement, un Dieu de... au lieu d'être un Dieu d'amour et d'aide dans des situations où ils en ont besoin. Ils veulent continuer à avoir leurs croyances, mais ils sont pris dans un engrenage où ils s'automutilent psychologiquement. Oui, okay? Oui, et en même temps, ils s'autoflagellent, ils se jugent beaucoup, ils sont dans la honte, ils sont dans l'autoculpabilisation, dans la culpabilisation de soi, à cause de croyances préétablies. Oui. Et comment les aider à casser ces croyances-là, puis à trouver des croyances alternatives qui sont beaucoup plus aidantes par rapport à leur communauté, par rapport, disons, à leur réalité. Mais ça, dans mon expérience à moi, ça va demander d'engager beaucoup les faith leaders, les leaders spirituels, les leaders communautaires, parce que souvent, ils sont légitimes, leur discours, leur message sont légitimes à pouvoir aider ces personnes-là à sortir de cet engrenage-là. Maintenant, comment le faire? Il faut beaucoup les former, il faut en faire des alliés, okay? Et il faut envoyer les bons messages dans leur communauté à travers le pouvoir qu'ils ont dans les communautés. Donc, le système a besoin aujourd'hui d'aller vers ces réalités-là et de trouver des alliés dans les communautés, des alliés qui sont souvent plus légitimes que Papa Ladjike, qui est un professionnel, puis qui est vu comme un expert, qui vient s'incruster dans ma communauté, puis qui amène un autre message, puis qui ne comprend pas beaucoup mes réalités. Oui. Donc, il y a cet aspect-là, je pense, qui est un des aspects sur lesquels il va falloir qu'on s'attaque en tant que système pour être beaucoup plus inclusif, beaucoup plus être dans la diversité de ce qu'on veut offrir, ce qu'on veut construire comme politique, comme service, comme programme, etc. Oui, puis aussi, c'est important de savoir que pour les alliés, les alliés ne doivent pas parler pour les communautés, puis pour les différents groupes culturels. On doit rester à côté, puis pas devant les personnes. Donc, mais c'est vraiment important d'avoir les groupes faire partie de décisions, les grandes décisions, puis les politiques, puis les pratiques, à cause on ne peut pas avoir les politiques puis les pratiques qui impactent les personnes sans inclure les personnes que ça impacte. Ben, ça a été toujours ça a été le problème depuis le début, parce que finalement, ce que ça a créé, c'est des frustrations, parce qu'on se dit, OK, on a essayé de mettre beaucoup d'argent pour vous aider, on vous a donné des fonds, on a amené des solutions, mais ça ne change pas. Mais ça ne change pas parce que vous l'avez fait sans eux. Exactement. Et aujourd'hui, il faut apprendre à le faire avec eux, à entendre leurs voix, à entendre leurs besoins, à partir de leurs besoins, et à leur donner aussi du pouvoir de décision dans leur vie. Et dans leurs besoins. C'est juste pas arriver comme expert, pas arriver avec des solutions toutes faites, mais réfléchir avec un background de ma réalité culturelle à moi.
N'est-ce pas? Et là, moi, j'appelle ça le mindset du colon. Oui. Oui. C'est le mindset du colon. Malheureusement, on a fini la colonisation depuis des années ou des siècles maintenant, mais le mindset du colon est resté. Et malheureusement, ce mindset du colon-là a accompagné la plupart des décisions qu'on a prises dans le système de santé, dans les programmes, dans les services, dans comment on a traité certaines problématiques par rapport aux minorités. Parce qu'on pense qu'on sait ce qui est bon pour l'autre. Oui. Malheureusement. Oui, exactement. C'est ça. Puis imagine les effets négatifs sur une personne qui, déjà, il y a l'autostigmatisation, puis là, on a encore en plus la stigmatisation des systèmes, puis les institutions culturelles, sociales, personne à personne. Puis imagine avoir tout ça, tout ensemble, puis être dans des systèmes qui ne travaillent pas pour toi à cause qu'ils n'ont pas inclus tes décisions, puis tu n'es pas partie des systèmes non plus, puis... Oui, c'est vraiment les effets néfastes. Puis... Exactement. Puis moi, je le vois beaucoup parce que je travaille beaucoup avec les membres de ma communauté, mais également avec les immigrants, les nouveaux arrivants. Il y a énormément de gaps. Il y a des gaps et il faut les adresser. Heureusement qu'aujourd'hui, on commence à devenir conscient de ces gaps-là, puis on essaie de travailler là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui croit au partenariat dans le travail, pas à avoir un mindset de nous contre vous ou vous contre nous. Ça ne marchera pas. Parce que ce qu'on veut en fin de compte, c'est quoi? C'est créer une société plus équitable pour nos générations futures. OK? Et dans tous les domaines. C'est ça qu'on veut. Et malheureusement, on est tous Canadiens. On est tous dans le même pays. On fait tous partie de la même communauté. So, on doit travailler ensemble et co-créer. Okay? Mais il y a une nécessité à d'abord reconnaître. Pour moi, la première des étapes, quand on veut changer une chose, c'est de reconnaître le tort qui a été fait. Parce que ça apaise l'autre. Ça montre à l'autre que, OK, là, oui, il y a une reconnaissance qui est faite de ce qui m'a été fait, des inégalités de la ségrégation qui a été faite envers moi. Et aujourd'hui, la personne, pour moi, c'est un engagement au changement. Je peux pas te dire, Ashley, OK, je t'ai fait du tort. Je t'ai fait du tort pendant des années. Mais là, un bon jour, j'arrive, je dis, Ashley, je veux qu'on travaille ensemble. C'est pas possible. Il faut que d'abord que je reconnaisse les torts que je t'ai faits. Et que là, des fois, c'est même important de demander pardon. Oui. Pour que la personne puisse être dans un mindset. Je le dis parce que moi, je travaille aussi dans les communautés avec tout ce qu'il y a comme travail qui essaie de se faire avec la police et les jeunes autour de la communauté. Mais je me rends compte que le premier point qui est un point important, c'est de reconnaître tout le tort qui a été fait et d'avoir l'humilité. Parce que c'est extrêmement important, cette humilité-là, de dire, OK, j'ai fait telle chose, ça n'a pas été bien, je reconnais les conséquences que ça a eu, je m'excuse par rapport à ça, mais je veux qu'on reconstruise. Et je pense que cette humilité-là doit venir des deux bords. Mais plus du bord de ceux qui, pendant longtemps, ont été dans un système où ça a été un système ségrégationniste, ça a été un système aussi où il y a eu beaucoup d'inégalités qui ont été créées par rapport aux différentes minorités, que ce soit les minorités au point de vue sexuel, de l'orientation sexuelle, au point de vue de la race, au point de vue même du contexte d'immigration. Donc, tout ça. Et quand on regarde aujourd'hui toute la question de autochtones, mais pour moi, c'est un bon enseignant. On doit avoir l'humilité de prendre cet enseignant-là et d'apprendre avec cet enseignant-là et de comprendre qu'il est temps quand même qu'on construise avec ces populations-là. Oui. Donc, pour moi, c'est un peu ça le défi qu'on a aujourd'hui. Définitivement. Puis aussi, c'est les stéréotypes en plus qui sont vraiment comme ancrés dans nos cerveaux, puis la façon qu'on regarde les personnes, même qui de différentes cultures, puis là, en plus, on va ajouter l'utilisation des substances, puis là, en plus, peut-être la santé mentale. Tout ça ensemble, on a beaucoup de stéréotypes qui existent pour les personnes spécifiquement de différentes cultures et traditions, puis tout ça. Puis là, on a notre langage qui est très ancré aussi de comment on parle de les personnes. Donc, si on va travailler avec les personnes d'autres différentes cultures et groupes, on doit faire certain qu'on utilise un langage approprié, puis avoir un meilleur comportement avec les personnes aussi, à cause on peut pas... Effectivement. Et puis moi, ce que je dis pour travailler avec
comme je travaille avec des communautés, quand même des minorités, ce que je dis aussi, c'est que des fois, il ne faut pas faire l'erreur de penser que on est une minorité, on est ségrégué, mais dans nous, il n'y a pas de ségrégation. Oui, non. Exactement. Des fois, il existe aussi de la ségrégation au niveau des minorités, entre certaines minorités. Oui. Entre eux. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut adresser de la bonne façon. Quand on parle de la question des dépendances et troubles concomitants, mais quand je regarde, par exemple, dans beaucoup de communautés, mais des personnes qui vivent avec cette maladie-là, ils sont ségrégés. C'est des personnes qui sont stigmatisées. Oui. C'est des personnes qui sont exclues des fois. Et ça, beaucoup, c'est lié à des croyances basées simplement sur des fondements qui sont même pas souvent basés sur des faits, qui sont basés souvent sur juste des appréhensions d'une certaine réalité ou d'une interprétation de certaines réalités. Oui. Alors, et malheureusement, ça n'inclut pas ces personnes-là qui sont en souffrance. Ça les exclut complètement. Okay? Et donc, ça, c'est des situations qui existent également. Au-delà de la ségrégation systémique envers ces minorités-là. Donc, c'est à tout ça qu'on fait face et qu'on doit adresser, et l'adresser de la bonne façon aussi. Moi, je crois qu'on peut tout adresser tant qu'il y a du respect. Oui. Okay? Je pense qu'on peut tout adresser tant qu'il y a de la compassion. Oui. Okay? Donc, pour moi, on peut adresser aussi tout tant qu'on reste dans l'humilité. Exactement. Fait, pour moi, c'est ça qui doit fonder aujourd'hui les efforts de changement qu'on veut faire. Et accepter aussi de traverser nos inconforts. Là. Oui. Parce qu'il va falloir être inconfortable à entendre les vraies choses. Oui. Inconfortable à accepter ce changement-là et à bouleverser ce qui a toujours été la règle ou les règles qui ont été faites par une majorité envers des minorités. Oui. Et c'est ça aussi. Et quand on regarde certaines résistances, ces résistances-là sont dues à la peur de l'inconfort qui va suivre les changements qu'il y a à faire à ces niveaux-là. Mais no matter what, il va falloir que ces changements-là se fassent. Il va falloir aussi qu'on traverse ensemble nos inconforts pour construire un meilleur confort pour la société qu'on veut offrir à nos enfants, aux générations à venir. Oui, exactement. Je trouve que quand on ajoute les services, ça inclut les personnes que ça impacte. C'est seulement comme mettre un pansement là-dessus, puis on est toutes fini avec ça. Mais vraiment, c'est comme tu as dit, c'est pas adresser les inconforts à cause qu'on juste fait l'ajout des services, puis on parle pas avec les personnes. C'est juste comme tourner la tête, puis dire que, OK, j'ai fini avec ça, puis c'est tout bien. Puis on pense pas vraiment à comment ça va impacter les personnes, mais on doit vraiment écouter avoir les conversations difficiles, puis écouter comment vraiment ça va avoir les impacts dévastatifs. Puis, exactement. Oui. Moi, dernièrement, j'avais commencé comme une expérience avec certains membres de mes équipes. C'était lié à la question raciale, à la question du racisme. Mais l'expérience était vraiment difficile. Oui. C'était de permettre aux gens, comme tout le personnel caucasien, d'écouter leurs collègues issus des minorités, dire à quoi ils font face avec les clients, à quoi ils font face avec leurs collègues, les micro-agressions. Oui. C'était une expérience enrichissante, autant pour moi, mais pour mes collègues, mais qui était difficile. Mais il a fallu traverser cet inconfort-là. Je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on puisse s'arrêter puis accepter que ça va être difficile, Oui. Ça va être inconfortable, mais il faut le faire. Et ça ne s'arrête pas simplement à l'intention. Parce que moi, je fais la différence entre avoir une intention et l'impact. Il faut qu'il y ait un impact. Oui. Et donc, il va falloir partir de cette intention-là, que ça ne soit pas juste des mots ou des promesses ou simplement des intentions. Non, que ça soit des actions. Qu'on se mette dans l'action. Maintenant, probablement qu'il y aura des choses à redresser sur le chemin. On va les redresser ensemble. Mais il faudra qu'on accepte d'agir. Oui. Ouais. Oui, agir avec la compassion aussi. Exactement. C'est vraiment intéressant qu'on a les personnes dans les positions qui
sont dans des positions de faire les décisions pour les personnes comme ça, mais à qui un manque de compassion. Puis on doit enseigner la compassion dans les personnes, mais c'est vrai, c'est la réalité. Puis on a beaucoup de changements à faire, puis beaucoup de façons de les adresser, mais c'est vraiment temps de faire l'action. Puis comme tu avais dit, c'est plus le temps avec les mots, puis les promesses, puis c'est vraiment temps de nous mettre en position de faire les changements qui sont positifs. Exactement. Oui. Puis, moi, je le dis autour de certaines tables stratégiques, il faut éviter le piège de la représentativité, les statistiques. Quand on parle de diversité et inclusion, des fois on dit ben, autour de la table, il y a 2 personnes issues des populations autochtones, il y a 2 personnes noires, donc on est correct. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de volonté et d'action. Parce que autant tu peux avoir 10 personnes noires autour de la table, mais que c'est juste comme de la représentativité. Oui, exactement. Okay? On voit ça beaucoup. Alors que tu peux avoir une personne alliée autour de la table, qui n'est même pas une personne noire, autour de la table autochtone, mais qui va avoir un impact tellement fort que plus d'avoir... Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans ce piège-là de « OK, on a des chiffres ». Oui, les statistiques, c'est bien. C'est bien qu'on retrouve des personnes disons, de la diversité autour des tables et des tables de décision. C'est extrêmement important, ça. Oui. Mais il faudrait que ces personnes-là soient préparées à pouvoir adresser les vraies choses et à pouvoir pousser pour que les actions se fassent pour qu'il y ait un changement. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Puis je le dis, je dis souvent aux gens, ben, écoutez, je ne suis pas là pour être un numéro. Oui. Je suis là pour aider, avec l'humilité qu'il faut, pour aider à faire bouger des choses. C'est pour ça que je suis là. Donc, pour moi, c'est aussi un des éléments. Mais l'autre élément que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement à mettre beaucoup d'argent. Mais il va falloir réfléchir à est-ce que l'argent est mis à la bonne place? Oui, exactement. Est-ce que cet argent-là est mis pour les bonnes raisons et pour la bonne cause? Okay? Est-ce que cet argent-là est bien utilisé? Et en fin de compte, pouvoir avoir des comptes, des résultats, faire un suivi. Oui, exactement. Et ça va être important, à mon avis. Et pour moi, l'inclusivité va partir aussi de laisser le leadership à ces populations-là. D'avoir l'humilité de se retirer, d'être à l'écoute et d'accompagner. Mais de laisser le leadership sur certaines questions, il faut laisser le leadership à ces populations-là que nous servons. Non seulement une place à la table, mais une place de position pour faire les grosses décisions, spécialement pour le fait que c'est pour leur groupe. Puis, oui. Les bonnes personnes aux bonnes places, puis que ces personnes-là aussi qui sont aux bonnes places, qu'ils aient l'humilité aussi de travailler avec leurs alliés. Parce que comme je dis, l'humilité, c'est dans les 2 sens, là. La compassion, le respect, ça va aller dans les 2 sens si on veut que ça marche comme il faut. Oui, exactement. Puis c'est vraiment important de non seulement écouter, mais faire certain qu'on applique ce qu'il dit, puis on utilise ce qu'il nous dit, puis on écoute à ce qu'il nous dit pour faire les décisions. Comme c'est vraiment important. Puis on oublie ça beaucoup avec quand on fait les décisions des politiques puis les pratiques. Exactement. Puis je voulais aussi comme focuser aussi sur un point par rapport à l'immigration, aux immigrants, aux nouveaux arrivants, parce que des fois, ils sont mis dans un même lot, dans un même sac. Et malheureusement, les politiques aussi autour de ces questions-là ne prennent pas en compte la réalité de la diversité de ces populations-là. Ouais. Tantôt, je parlais de toute la question des langues. Là. Tu sais, tu arrives, tu es nouveau arrivant, tu parles ni français ni anglais. Parce qu'en amont, la préparation probablement n'a pas pu se faire comme il faut. Mais arrivé ici, tu baignes dans un environnement où tes enfants vont à l'école. Ils parlent français et anglais. Toi, à la maison, tu parles ni français ni anglais. Oui. Et tu dois faire le link d'être parent dans un nouveau contexte. Maintenant, je parle pas de toute la problématique autour de l'intégration et de l'accès à un logement décent, de l'accès à un emploi, de l'accès à etc., etc. Et souvent, ça crée des distorsions au niveau des familles. Et surtout auprès des hommes, parce que je travaille aussi sur la question de la santé mentale des hommes en contexte d'immigration. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que malheureusement, ces hommes-là finissent par rentrer dans une forme de dépression à cause de l'image de soi auprès de sa famille. Oui, si tu viens d'un environnement où c'est toi l'homme qui
qui était comme chef de famille, tu allais chercher, c'est toi qui entretenais ta famille. Tu arrives dans un nouvel environnement, tu n'es plus capable de faire ça. Oui, oui. Et là, tu te retrouves dans une certaine honte, dans une certaine culpabilisation de soi. Et il y en a qui tombent dans la dépendance. Oui, exactement. Et qui tombent carrément dans la dépendance et malheureusement constituent un tabou. Il y a une certaine honte autour. Et au moment où ils vont avoir de l'aide, peut-être des fois, c'est un peu tard pour l'équilibre familial. Oui, exactement. La famille est complètement disloquée au moment où cette personne-là arrive à nos services. Parce que c'est peut-être une personne qui, auparavant, ne pouvait pas savoir, avait aucune information d'où aller chercher les services, ou avait la barrière linguistique par rapport aux services, ou la barrière culturelle par rapport aux services dont il avait besoin au moment où il en avait vraiment besoin. Oui. Fait que ça aussi, c'est une des réalités que moi, en tant que praticien, je rencontre sur le terrain, mais que j'ai aujourd'hui l'opportunité de pouvoir adresser. Oui. Fait que c'est ça aussi, c'est une des réalités sur lesquelles moi j'insiste souvent autour de ces questions-là systémiques. Oui, et ça, c'était un bon exemple aussi à cause qu'on oublie tous les facteurs, comme tu avais juste dit, les barrières de langage, puis la séparation de famille, puis là, en tour, ça va avec la santé mentale, puis là, en tour, avec ça va avec la dépendance, mais comme une personne à l'extérieur de ça qui voit la personne en question, ben on considère pas tout ça ensemble, puis on voit seulement ce qui est devant nous, puis on fait toutes nos préconceptions de ça, puis nos assumptions, puis tout ça, puis on pense vraiment pas à la chemin que la personne a pris pour être là où ils sont aujourd'hui. Puis c'est vraiment quelque chose de considérer quand on a les décisions pour ces personnes. Exactement. Puis un des exemples que je peux vous donner, c'est qu'à un moment donné, une des thérapeutes que je supervise, il est arrivé avec une cliente qui est dans un contexte d'immigration. Puis au moment où il me présentait la cliente, je posais des questions sur l'identité, sur l'histoire. Puis là, après, on s'est rendu compte que la réalité en tant que telle, de tout ce qui a amené à cette souffrance-là, c'était toutes les blessures, toutes les difficultés liées au processus d'immigration et d'intégration. Faisant partie d'une communauté où la réussite sociale vient d'avoir des diplômes, d'avoir une bonne job, mais en tant que femme, d'avoir un bon mari, un bon époux. Puis elle arrive à 30 ans ici, 20 ans, où elle struggle, mais elle n'arrive pas à s'intégrer comme il faut d'un point de vue économique et elle n'arrive pas encore à fonder un foyer. Donc, ce qui veut dire qu'aux yeux de sa communauté, elle est un échec. Et elle se considère comme étant un échec dans sa recherche d'intégration dans un nouveau pays. Et ça l'amène à tomber dans une dépression, ça l'amène à commencer à consommer. Et là, de plus en plus, elle est rejetée par sa communauté. Et il n'y a pas plus difficile des fois dans des contextes où tes proches te rejettent. Tu te sens comme exclu, culturellement exclu, communautairement exclu. Et là, ça engage beaucoup de réalités. Maintenant, cette cliente-là, tu la rencontres, tu ne prends pas tout le background, mais tu ne peux pas l'aider comme il faut. Exactement. Et c'est malheureusement ça la réalité. Ils vont arriver dans le système à un moment où il y a énormément de blessures, il y a énormément de traumas qui ont été accumulés liés à diverses situations. Ça, c'est comme un exemple que je voulais juste comme donner pour confirmer ce que tu viens de dire à propos de tout ce qu'on perd comme éléments connexes. Au niveau des problématiques liées aux dépendances et à la santé mentale. Oui, et ça travaille comme un cycle à cause quand on a la dépression puis l'anxiété ou juste n'importe quelle difficulté santé mentale à cause de toutes les barrières que tu viens juste de parler. Puis là, en plus de ça, puis là, ça va continuer encore à cause, maintenant que tu es dans cette position et tu es dans une position que tu utilises des substances pour aider avec la situation. Mais là, ça continue à cause maintenant, la dépression, ça va surmonter. Puis on travaille juste dans un cycle de survivre avec ce qu'on a. Exactement. Et je constate aussi que beaucoup de professionnels ont un déficit de formation en interculturel, un déficit de formation dans la sensibilité culturelle. Mais également sur des questions spécifiques liées au trauma.
Ça, c'est des réalités que je constate dernièrement parce que la plupart des clients qui me sont présentés, c'est des clients qui ont des réalités de trauma. Oui. Puis, certains professionnels sont démunis. Ils sont démunis. Je ne parle même pas du trauma en tant que tel, mais de la réalité, de la complexité de ces traumas-là qui ont été accumulés avec des réalités culturelles différentes. Donc ça a un impact sur la qualité des services qu'on offre à cette clientèle-là. Puis, j'ai tellement entendu des clients qui me disent « Oh, enfin, je rencontre une personne qui est capable de comprendre. » Oui. Mais pourquoi tu n'es pas allé vers les services, d'autres services? Il y en a. J'ai essayé. Ils vont te dire, j'ai essayé beaucoup de services, mais je ne me suis jamais senti accueilli comme j'ai été. J'ai comme senti à plusieurs fois qu'on essayait juste de me mettre dans une moule. Oui. Mais on n'essayait pas de comprendre la particularité de qui j'étais et de mon background et de mes besoins en tant que tel. Ça, je l'ai entendu beaucoup de clients qui viennent de ces minorités. Oui, mais quand la formation des professionnels de santé médicale, quand on n'a pas une propre formation avec les différentes formations culturelles, puis la santé mentale, puis quand on n'a pas une formation adéquate, puis suffisante, là, ça va contribuer à des services qui ne sont pas le plus meilleur pour cette personne-là. Donc, ça contribue à l'hésitation avec les personnes des différents groupes à cause qu'on n'a pas une propre formation, puis on n'a pas une propre compréhension. Donc, ça va tout contribuer à la façon qu'on interagit avec les personnes, puis la qualité de soins qu'ils vont recevoir. Puis, en tout, ça va avoir plus de barrières pour ces personnes-là aussi. Exactement. Puis, oui. Il y a 2 ans, je me rappelle, j'ai donné une formation à Sudbury pour des personnels de santé. Et à un moment donné, on parlait de la question du langage par rapport à la santé mentale. Oui. Puis je leur expliquais que, déjà, au point de vue du langage de comment on nomme nos souffrances psychiques, c'est différent d'une communauté à une autre. Tu sais, dans ma communauté à moi, c'est difficile d'entendre quelqu'un te dire « je suis en dépression ». Il ne va pas nommer le mot, mais il va te donner des signes de la dépression. J'ai la tête qui est lourde. Je ne parviens pas à dormir beaucoup. J'ai le cœur qui est lourd. Tu sais, il te donne des symptômes. Et là, en tant que professionnel, si tu n'es pas bien formé à pouvoir déceler ça, à comprendre que le langage est différent, mais la personne en face de toi te parle d'une dépression. Oui, exactement. OK? Fait, et les gens étaient là et disaient, oui, mais c'est vrai. Je dis, mais OK, c'est ça la réalité que nous faisons face aujourd'hui. Je ne suis pas mieux armé que vous, mais il faut aller chercher les bonnes formations. Et je pense que c'est la responsabilité aussi de toutes ces organisations-là d'offrir à ces professionnels-là la possibilité d'avoir accès aux bonnes formations pour pouvoir mieux servir ces clientèles-là. De trouver aussi des programmes appropriés, de développer des programmes appropriés au sein de nos organisations. Parce que des fois, ce que je me rends compte, c'est que beaucoup d'organisations ont peur de développer certains programmes parce que la plupart de leur personnel ont peur de confronter la réalité de l'inconfort de travailler avec des personnes différentes, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont étudié. Tu sais, je prends l'exemple de la spiritualité. Il y a tellement de professionnels qui sont réticents à travailler avec la question spirituelle religieuse, alors que le client qui vient devant toi, il est un tout. Il n'est pas des parties que tu peux départager. Il est un tout. Et il vient avec ses croyances. Donc, ça ne veut pas dire que forcément toi, en tant que professionnel, parce qu'il ne s'agit pas de ta vie, il s'agit de la vie de la personne qui vient vers toi. Et tu dois respecter cette vie-là. Tu dois respecter la personne qu'elle est entièrement et l'aider par rapport à ses besoins. Maintenant, toi, si par exemple, tu es dans un mindset de non, je ne veux rien savoir de tout ce qui est spiritualité, tu ne pourras pas aider cette personne-là. Oui, exactement. Tu vas devoir donc juste le référer et il est référé d'organisation en organisation. Finalement, il en a marre puis il dit, écoute, personne ne peut m'aider. That's it. Puis il est dans un déterminisme de rien ne va changer. Anyways. Parce que personne ne me comprend, personne ne veut m'aider. L'autre exemple que je peux donner, c'est les clients qui sont judiciarisés. Nos clients en dépendance trouble concomitant qui ont un maille avec la justice, qui ont été déjà en prison une fois, 2 fois, 3 fois. C'est des personnes qui sont tellement stigmatisées et des fois rejetées partout parce que le système en tant que tel
n'est pas adapté. Oui, exactement. OK? Et finalement, eux finissent par dire, ben, anyways, il n'y a personne qui peut m'aider. Moi, je continue dans le mode de vie que je suis. Oui, là. Exactement. Je vais mourir un de ces jours, mais quand même, je vais continuer parce qu'on veut de moi nulle part. Oui. Fait que ça, c'est des réalités. Je prends la question des LGBTQ de plus. C'est également ça. OK? Alors, stigmatisés à gauche, à droite, stigmatisés partout à cause de croyances, ils finissent par simplement être isolés ou eux-mêmes s'isoler dans un mode de vie qui n'est pas forcément sain pour eux. Mais c'est parce qu'ils ont frappé à plusieurs portes. Des fois, ils ont peur même de frapper à certaines portes à cause du jugement social. C'est ça les réalités auxquelles nous faisons face. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en étant une personne de terrain, je continue à être aussi une personne qui a accès à certaines tables. Il m'est possible de ramener certaines choses que je confronte moi-même. Mais je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre d'entendre la voix de ces personnes-là autour de la table. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça qu'il faut aujourd'hui. Oui, absolument. Ouais.